coach à la une. Aujourd'hui, dans Un coach à la une, nous allons parler du dialogue intérieur. Pour cela, j'ai invité la coach et superviseur Isabelle Demeure qui a écrit le livre « Faites les bons choix avec le dialogue intérieur » sorti en 2019 aux éditions Le Duc. Bienvenue, je suis David Marion, coach professionnel. Dans ce nouvel épisode du podcast Un coach à la une, découvrez une femme qui nous parle de l'approche du voice dialogue avec passion et authenticité. Un coach à la une. Écoutez, un professionnel vous dévoile un élément clé de sa pratique du coaching. Isabelle Demeure, bonjour. Bonjour. Comment tu es arrivée au coaching ? Je suis arrivée au coaching après un grand changement de vie. Ma vie personnelle a été bouleversée par un divorce que je n'ai pas choisi. Et il a fallu que je me mette vraiment en quête d'une deuxième partie de vie qui soit nourrissante, intéressante. J'ai commencé par faire un bilan de compétences. Et puis, là où j'ai fait le bilan, on m'a demandé d'être consultante bénévole pour eux. Donc, je suis rentrée par le bilan de compétences. Et en me formant au MBTI, j'ai rencontré Pierre Cauvin et Geneviève Cailloux, qui étaient chez Osiris les grands formateurs de cette démarche. Et parallèlement, ils avaient monté une formation au coaching. Cette formation au coaching qui était véritablement un travail sur soi à travers le dialogue intérieur. Je me suis engouffrée dedans, ça comportait pendant 3 années des études très approfondies. Donc je me suis déjà formée à une démarche spécifique, où j'ai énormément appris sur moi, où j'ai pratiquement fait l'équivalent de 15 ans de thérapie. Ensuite, j'ai fait une formation de coaching plus généraliste en 2004-2005 à Paris 8, qui est venue m'ouvrir sur d'autres méthodes, quelque chose de beaucoup plus général, mais j'ai quand même gardé cette signature dans mon travail de coach. Alors, tu as écrit le livre « Faites les bons choix avec le dialogue intérieur », une méthode efficace pour apprendre à se connaître et à prendre les bonnes décisions, sorti chez Le Duc Pratique en 2019. Alors, tu en as parlé un petit peu, mais pourquoi t'es-tu intéressé spécifiquement au dialogue intérieur ? Parce que je l'ai expérimenté en premier. Cette méthode, on ne peut difficilement en parler si on ne l'a pas vécue. C'est expérimenter ce qui se passe en vous et ensuite, on va sortir un cadre de travail. D'ailleurs, dans les formations que je donne, les gens qui arrivent, ils sont étonnés parce que je leur dis, vous allez faire avec moi, devant tout le monde, une courte séance qui va vous faire expérimenter ce que c'est. Que d'aller chercher quelque chose que vous connaissez bien et d'aller ensuite, en vous déplaçant, aller ressentir ce qu'une opposée de celle que vous connaissez bien porte, pense et qui est aussi vous. Ils sortent de là, ils sont mais complètement étonnés de ce qui a émergé et ce qui vient en général répondre assez clairement à la question qu'ils se posaient au départ et qu'ils m'ont apporté pour commencer le travail. Donc c'est de l'expérimentation, c'est du vécu et ensuite on va monter petit à petit les fondamentaux, ce qu'il faut vraiment comprendre pour ne pas en faire n'importe quoi. C'est quelque chose d'assez délicat, d'assez spécifique et il faut vraiment le travailler sérieusement. Et surtout que la personne qui le pratique ait une claire vision de ce qui se passe aussi en elle. Oui, qu'il ou elle ait fait un travail sur lui ou sur elle avant d'accompagner ses clients. Bien sûr. J'entends que c'est pas si simple que ça d'expliciter ce qu'est cette approche sans l'expérimenter soi-même. Pour autant, ça va être l'objet de cet épisode. Comment tu pourrais définir simplement cette approche ? C'est l'art d'établir une relation avec nos personnages intérieurs pour que chacun prenne sa juste place. Personnage intérieur, comment tu définirais ? On va vraiment décortiquer. Est-ce qu'on peut parler de sous-personnalité ? Oui, c'est ce qu'on appelle sous-personnalité. Les Anglais souvent appellent ça des sub-personnalités. Certains, comme Véronique Brach, qui est une spécialiste, appellent maintenant ça des co-personnalités. En fait, les termes évoluent, mais sous-personnalité que j'ai appris dans mon enseignement peut avoir pour certains une connotation un peu un ensemble et un sous-ensemble, alors que ce sont vraiment des personnages à part entière. Alors tu peux donner un exemple de personnalité ou de sous-personnalité ou de co-personnalité ? Par exemple, la professionnelle. Si moi je vais chercher ma professionnelle, je vais avoir une énergie beaucoup plus rationnelle, beaucoup plus logique, où je vais expliquer les choses, où je vais les démontrer. Je vais m'habiller d'une façon qui va être assez classique. Il n'y a pas simplement une énergie, un besoin, etc. Mais il y a aussi un vrai personnage qui a des objectifs, qui a des sentiments, qui vient de quelque part et tout ça. Si à l'opposé, je vais voir la maman en moi, par exemple, évidemment que là, je vais être beaucoup plus dans une attitude de prendre soin des autres, de les écouter, de leur donner leur espace, mais de m'occuper d'eux avec de l'affect, avec quelque chose de plus sensible.
Là, je vais être décontractée ou je vais être avec un gros pull et un pantalon selon le temps. Enfin, je suis vraiment capable de définir comment cette énergie s'exprime, comment elle est habituellement et comment on peut la voir. Donc ça, c'est la base, hein. Ça, c'est la base, donner la parole à chacun pour qu'on établisse une relation et que chacun prenne sa juste place. Ce que je vois dans ce travail, c'est que déjà, on fait un voyage incroyable. On fait un voyage véritablement, une odyssée, parce qu'on n'a jamais fini d'explorer tous les aspects de notre personnalité. Je dis quelquefois, on est comme un diamant taillé avec plein de facettes. Et à chaque fois qu'on décrypte un personnage, c'est une facette qui émerge. Le problème, c'est que souvent, nous avons des aspects qui se prennent pour la personne elle-même. D'ailleurs, quand je propose, prenez une place pour me raconter ça, les gens me disent, c'est moi, je suis là, je suis bien installée. Parce qu'ils s'imaginent qu'ils sont ça, et puis c'est tout. Donc, on oblige les personnes à se déplacer, même un tout petit peu du siège central, pour pouvoir faire une dissociation, qu'ensuite, en revenant sur la place centrale, on regarde ce qui s'est passé et qu'on puisse mettre une distance entre le personnage qui est intervenu et soi, qui est dans un espace très spécifique au dialogue intérieur, qu'on appelle la place du moi conscient ou du moi prenant conscience. Du chef d'orchestre. Du chef d'orchestre. Tu parlais à l'instant, et ça c'est très bien décrit dans le livre, de ce protocole qui consiste à inviter le client à se déplacer, à changer de chaise pour donner la parole à une autre sous-personnalité ou co-personnalité. Évidemment, c'est un déplacement symbolique et physique, mais qui permet effectivement de se distancier par rapport à cette personnalité. Ça, c'est un des aspects peut-être vu de l'extérieur les plus marquants, mais évidemment, ce n'est pas que ça, mais c'est un élément saillant. Oui, c'est un élément saillant. Parce que la place que prend la personne qui travaille, elle est jamais anodine. Elle est toujours importante. Et je suis attentive à voir où le personnage va se placer. Est-ce qu'il va se placer tout près du siège du moi conscient? Est-ce qu'il va aller se mettre dans un petit coin? Est-ce qu'il va être en lumière? Est-ce qu'il va être dans l'ombre? Est-ce qu'il va être debout? Est-ce qu'il va se mettre assis? Ils ont absolument la possibilité de se mettre où ils ont envie et chacun sait très bien prendre la place qui finalement symbolise comment ça se passe dans la psyché, dans leur vie intérieure. Donc tout à l'heure où je parlais de ce premier personnage qui émerge, qui est souvent un personnage le plus important ou très important de la personnalité, le travail du facilitateur, et ça c'est la spécificité aussi du dialogue intérieur, ça va être d'aller aider la personne à chercher en lui quelle partie, quel personnage n'aurait pas du tout la même vision que celui qui vient de s'exprimer. Donc, est-ce qu'il y aurait en vous quelqu'un qui penserait différemment? Est-ce que vous pourriez aller lui donner une place? Donc il s'agit de faire dialoguer intérieurement et en même temps d'expliciter, puisque la personne prend la parole pour exprimer ce que cette sous-personnalité lui souffle à l'oreille d'une certaine manière, pour pouvoir avoir dans le champ, en présence finalement, tous les avis sur une thématique. Exactement. Bien qu'il s'appelle dialogue intérieur, c'est un dialogue qui n'est pas si intérieur que ça. C'est un dialogue finalement qui se met en extérieur, qui se joue. Confrontation d'avis intérieurs qui s'expriment par la parole. Le terme anglais, c'est voice dialogue. On a l'habitude de dire dialogue intérieur, voice dialogue. C'est pas vraiment un dialogue entre les voix, parce que justement, contrairement à d'autres techniques, chacun va s'exprimer d'un endroit qui lui appartient. Et il y aura toujours un retour au centre, qui est absolument majeur, qui va être le retour dans une position un peu méta. Qu'est-ce que j'ai observé? Je n'imaginais pas la détresse de cet aspect-là, je n'imaginais pas les désirs de cette partie-là, jamais je l'avais compris. Mais en ayant donné une place, on donne aussi l'autorisation que tout puisse être dit dans un accueil, dans une bienveillance, dans quelque chose qui libère totalement. Et ça, c'est extrêmement fort. Il s'agit d'inviter le client à expliciter un maximum de choses qu'il a déjà en lui ou en elle, pas forcément en conscience, pour la personnalité chef d'orchestre, faire un choix et prendre une décision en conscience de tout, finalement, cet écosystème, de tout ce qui se passe en lui ou en elle. Cette notion de moi conscient, j'ai appelé ça le chef d'orchestre, parce que l'image où un chef d'orchestre donne la parole à tel ou tel instrument pour que la musique soit belle. En même temps, c'est pas véritablement une personnalité supplémentaire, c'est plutôt un processus de conscience pour que, effectivement, une décision soit abordée, non pas simplement à travers l'œil ou la facette qui est dominante, qui a l'habitude, mais qu'il y ait aussi des opposés qui n'ont pas souvent la parole, qui puissent être entendus et intégrés dans la décision. Ça ouvre terriblement les champs.
Et puis ça permet de prendre un petit pas de côté, parce qu'au lieu d'être dans la spontanéité d'une réponse, l'idée c'est d'inviter toutes nos contradictions, toutes nos idées intérieures à s'exprimer pour qu'un choix conscient soit fait, en tenant compte de tous les paramètres finalement qui sont en jeu. Et alors du coup, au lieu de dire mais je comprends pas, tantôt je dis ci, tantôt je dis ça, je suis une girouette, non, c'est pas ça. J'ai besoin d'éclaircir. C'est comme une pelote où tout est un peu emmêlé et on est là pour aider à clarifier et à donner une parole tout à fait égale aux uns et aux autres. Par rapport à la genèse de cette approche, comment elle a été conçue, ça aussi c'est bien expliqué dans le livre, mais peut-être l'exprimer maintenant. Cette démarche, en fait, elle a été initiée aux États-Unis dans les années 1970 par un couple de thérapeutes jungiens qui s'appellent Hal et Sidra Stone. Hal est mort pendant le Covid, là il avait 93 ans, Sidra a 10 ans de moins, elle est encore vivante et elle pratique encore et elle enseigne encore. Et ce qu'il y a de très spécifique dans cette démarche, c'est qu'en fait ils l'ont expérimenté dans leur vie de couple avant d'en faire une théorie et qu'elle dépasse les États-Unis, l'Europe et qu'elle ait une visibilité. Je m'amuse souvent à lire un petit passage de ce qui s'est passé la première fois que Hal a senti qu'il y avait une petite fille qui parlait à travers Sidra, qui avait une voix qui avait un peu changé, et il lui a proposé de donner une place à celle qui semblait être là, et là ils ont découvert l'enfant intérieur. Personne encore à ce moment-là n'avait parlé d'enfant intérieur, donc maintenant c'est repris absolument partout. Ça vient d'eux. Donc là tu vas nous lire un passage. Je vous lis un petit passage. Alors Sidra dit, Hal m'invite à changer de place. Alors elle dit « Je savais que c'était juste. J'avais confiance en lui. Je me suis levée du divan pour m'asseoir par terre, sur le plancher, et poser ma tête sur la table basse. Dans un silence complet, je me suis permis d'entrer dans ma vulnérabilité. Je suis immédiatement devenue quelqu'un d'autre. Je suis devenue une enfant très jeune et j'ai expérimenté le monde d'une toute nouvelle façon. Tout était parfaitement tranquille. Il me semblait que celle qui était assise là avait été cachée dans une profonde caverne durant sa vie entière et que c'était la première fois qu'elle se sentait suffisamment en sécurité pour sortir. Le monde autour de moi était différent. Mes perceptions étaient plus fines. Les couleurs et les sons étaient différents. Je pouvais sentir l'énergie de Hal qui maintenait un espace pour moi, même s'il allait se passer des années avant que nous n'en découvrions plus à propos de l'énergétique au sein des relations. Tout cela m'était complètement étranger. J'avais l'habitude d'expérimenter le monde d'une façon rationnelle, raisonnable et parfaitement contrôlée. J'ai senti que j'étais finalement entrée dans le théâtre magique dont parlait Hermann Hesse. Alors Hermann Hesse, c'est un auteur suisse qui a écrit un certain nombre d'ouvrages existentiels. Dont Le Loup des steppes, qui vraiment décrit véritablement ses multiples personnalités. Ça, c'est un petit passage. Et ce qu'elle dit ensuite, c'est qu'en fait, ils ont été assez bouleversés par ce qui s'est passé là, qui était vraiment un cadeau immense, qu'il a fallu quelque temps avant que de son côté, Sidra puisse faciliter, comme on dit, c'est-à-dire faire venir ou parler avec l'enfant intérieur de Hal. Ils se sont dit qu'ils étaient plus 2, mais au moins 4. Qu'au-delà de cet enfant et d'un aspect beaucoup plus fort et beaucoup plus puissant, il y avait des myriades d'autres aspects qui existaient. Et ils ont commencé à l'expérimenter avec leurs propres enfants. C'était un couple reconstitué, donc ils avaient chacun 2 enfants. Ils ont retravaillé avec leurs propres enfants. Ils ont beaucoup travaillé entre eux, surtout en constatant que, alors qu'ils étaient mariés précédemment avec des conjoints très très différents, eh bien les mêmes scénarios se rejouaient. C'est-à-dire, ils ont pris conscience que, en fait, les mêmes sous-personnalités étaient à l'œuvre dans les relations et qu'il allait falloir travailler avec. Et ça venait de ce qui était primaire chez eux, ce qui était premier chez eux, qui revenait à chaque fois, et qu'il y avait les mêmes vulnérabilités qui étaient aussi impactées par les relations, par les discussions, par les moments où on n'est pas d'accord. Et ils se sont dit, il y a quelque chose d'important, on est beaucoup plus vaste que ce que l'on croit. Ils ont utilisé leur famille comme un laboratoire pour expérimenter, tenter. Il y a eu une sorte de test and learn. Et à un moment donné, ils ont commencé à théoriser. Ils se sont rendus compte que c'était non seulement puissant comme découverte, comme prise de conscience, mais aussi efficace pour accompagner leurs enfants ou eux-mêmes. Efficace et puis pas du tout jugeant, pas du tout blessant. Donc ça évitait aussi toutes les critiques qu'on pourrait donner. C'est simplement qui est là quand il se passe ça. Et moi, voilà ce que je vois qui est là aussi. Comment on va faire pour prendre en charge chacun ce qui est notre fragilité pour ne pas rentrer dans des discussions infinies où finalement on veut toujours que ce soit l'autre qui prenne en charge notre vulnérabilité.
Ce qui m'a aussi marqué, c'est que finalement, ça enrichit énormément que d'avoir cette conscience qu'il y a plein de sous-personnalités qui sont à l'œuvre, au-devant de la scène ou en coulisses, et qu'en ayant cette conscience des différentes facettes de l'individu en face de soi, finalement, ça enrichit largement l'interaction et ce qui peut en sortir. Exactement. Ce livre, il est bien écrit, mais c'est vrai qu'il y a plein de concepts tout à fait spécifiques. Tu viens de parler de l'enfant intérieur, ça c'est peut-être le concept le plus connu, puisqu'il dépasse largement les frontières du dialogue intérieur. Alors, en termes de glossaire, peut-être parler de personnages dominants. Comment tu pourrais le définir ? Les personnages dominants, on les appelle aussi les sous-personnalités primaires. Ce sont celles qui se sont constituées au tout début de notre vie. Lorsque l'enfant arrive au monde, il est que vulnérabilité. Et pour se faire une place dans la vie, pour être aimé, pour être apprécié, pour être reconnu, il va mettre en place inconsciemment les stratégies qui vont répondre à ce que son environnement attend de lui. Et donc vont se constituer ces aspects de sa personnalité qui vont faire que très vite on va dire « Oh, Pierre, c'est un bon garçon, il est gentil avec tout le monde. Oh, Thomas, c'est un râleur, il est toujours en train de se bagarrer, etc. etc. » Ces sous-personnalités primaires, elles sont les premières à avoir pris leur place. Elles ont été extrêmement précieuses, utiles, elles continueront à l'être absolument toute la vie. Mais ce qui peut poser problème à un moment, c'est qu'elles deviennent toutes puissantes et qu'elles excluent tout à fait autre chose. Ouais, qu'elles soient omniprésentes, omnipotentes. Voilà, omniprésentes, omnipotentes, et donc qu'elles paralysent l'évolution et qu'elles empêchent tout changement et tout enrichissement de la personnalité. Ça, c'est un élément saillant, d'ailleurs, il me semble, de l'approche et de ce que ça apporte. C'est la prise de conscience que ce qui compte, c'est l'équilibre entre les différentes facettes. Que l'omniprésence d'une personnalité, aussi intéressante soit-elle à la base, elle finit par être sclérosante, voire délétère, en fait. Même si la sous-personnalité primaire est merveilleuse, c'est son omniprésence qui pose problème. Il y a aussi la notion d'équilibre entre les différentes sous-personnalités. Et de conscience qu'il y a autre chose à aller chercher. Forcément, si on entend toute notre vie qu'il faut être actif et qu'il ne faut pas arrêter de travailler parce que c'est comme ça qu'on est un homme, qu'on est une femme bien, etc., on va refouler automatiquement l'opposé. C'est-à-dire la détente, le bien-être. Le détente, le bien-être, l'attention à soi. Et ce sera vu en soi comme interdit et chez les autres, évidemment, comme horripilant. Ça forcera la critique, de voir ça chez les autres. Donc ça entraîne les jugements, ça entraîne les projections et c'est évidemment l'écoute de vous l'actif là, c'est extraordinaire d'être actif et de ne pas arrêter. Si vous allez de l'autre côté, qu'est-ce que pourrait dire celui qui pense exactement le contraire ? On a de grandes chances de voir arriver quelqu'un qui se met dans une balancelle ou dans un hamac et qui dit « Moi, j'en ai ras-le-bol de tout ce qui se passe, j'ai juste envie de rêver et de regarder les étoiles dans le ciel. » Voilà. Alors, autre concept qui est assez présent dans le livre, c'est les personnages cachés ou les sous-personnalités cachées. Ça fait référence aussi à cette opposition qui se vit entre ce qui est dominant et qui exclut tout le reste. Alors, comme c'est exclu, il y a différents niveaux d'éloignement de soi. Soit c'est exclu, mais à terme, ça va peut-être pouvoir émerger. Par exemple, la mère de famille qui ne travaille pas, qui n'a pas de vie professionnelle, mais si un jour elle a l'occasion, sa professionnelle intérieure, elle va pouvoir émerger et elle va revenir enrichir sa personnalité. Mais il y en a d'autres qui sont exclus parce qu'ils sont bannis par des principes moraux, par des principes familiaux, par des regards sur ce qui est bien, ce qui est mal. Donc là, il y a une couche encore plus importante. Et puis, il y en a qui sont véritablement reniés, repoussés. Dès qu'on en parle, c'est juste impossible. Et si on essaye de dire à des personnes, mais si vous preniez un petit peu de ça, qu'est-ce que ça donnerait ? Mais il n'en est même pas question. Ça va dans des couches de plus en plus profondes de l'inconscient finalement. Et donc, ça va être ce travail que Jung appelle vraiment à ce que l'on fasse, qui s'appelle le processus d'individuation, qui est d'aller rechercher à l'intérieur de soi ce qui est laissé de côté dans l'inconscient et de le faire remonter à la conscience pour le rajouter au reste. Il ne s'agit pas de se changer, de devenir feignant quand on est actif. Il s'agit juste de savoir qu'il y a des moments où le feignant, il doit avoir sa place pour que l'actif soit puissant au moment où il peut l'être. Oui, et puis changer aussi son jugement sur l'oisiveté en l'occurrence, c'est-à-dire c'est pas mal en soi ou bien en soi, c'est juste une question d'équilibre. Voilà, et du coup, moi ce que je dis beaucoup, un travail par exemple sur les jugements et les projections et que l'opposé apparaît comme étant intolérable, ça va être qu'est-ce qu'il sait faire que vous savez pas faire ? Quelle richesse il peut apporter au fond. Et oui, et par hasard, est-ce que c'est pas ce qui vous manquerait un peu, quoi ? Ah si justement, il faut vraiment,
Donc, si vous ne le voyez plus en négatif, à partir de l'opposé qui le voit en négatif et que vous vous positionnez au-dessus, vous allez voir ce qu'il peut apporter. Et vous allez voir comment, si vous l'intégrez, vous allez pouvoir exclure ces projections et devenir plus fort parce que vous aurez le choix entre l'un et l'autre avec chacun les bons côtés qu'il peut apporter. Bon, alors là, tu as anticipé la troisième question du glossaire, c'était les personnages opposés, les personnages qu'on renie. Alors comment les définir en fait, ces personnages-là, ces sous-personnalités-là ? Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on juge quelque chose, quand on renie quelque chose, quand on ne veut pas en entendre parler, c'est toujours une sous-personnalité qui fait ça. C'est toujours ce que j'appelle une primaire qui a le droit à la parole, qui sait ce qu'elle veut, qui se croit toute puissante et seule au monde et qui va rejeter tout le reste, qui n'est pas elle, qui est différent, qui n'a pas les mêmes valeurs, qui n'a pas les mêmes façons d'être, qui n'a pas la même énergie, etc. C'est vraiment cette tension entre les opposés qui est très significative quand même de ce travail de dialogue intérieur. C'est quand on est à un moment dans un espace de conscience de ce qui se joue, on est entre des opposés. Et on a conscience que les deux existent et que c'est assez inconfortable, mais c'est un espèce de jeu d'équilibre. Pour autant, à partir du moment où on va agir, le moi conscient qui se construit va donner la main, va être le chef d'orchestre, de celui qui va agir. L'idée du moi conscient n'est pas un personnage qui va faire. C'est un personnage juste qui est capable de se mettre dans cette position méta, de transcender ses dualités et de donner la main à celui qui va pouvoir agir. Alors, je crois qu'on a fait un bon panorama, à la fois de la définition, de l'explicitation de ce qu'est cette approche, mais également des éléments clés qui se retrouvent dans le livre. Et l'invitation, c'est aussi aux auditeurs d'acheter le livre pour le lire, bien sûr. Alors, Isabelle, est-ce que c'est plus approprié au coaching individuel ou au coaching d'équipe ? Oui, c'est beaucoup plus approprié au coaching individuel parce que c'est un travail sur soi très profond. Pour autant, on peut aller aider une équipe à chercher le moi conscient de l'équipe et à faire identifier dans une équipe les tendances primaires qui excluraient leurs opposés qui sont souvent portés par des membres de l'équipe. Je me suis demandé dans quelle mesure, finalement, le dialogue intérieur apportait du mouvement, de la fluidité par rapport au MBTI qui est plutôt dans une forme de catégorisation des personnalités. Finalement, le dialogue intérieur, c'est un peu l'étape d'après, c'est comment mettre du liant, de la fluidité. En tout cas, c'est ma projection. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Alors, je suis tout à fait d'accord, d'autant plus que quand j'ai commencé tout à l'heure à dire ça vient des Stones, le dialogue intérieur, ils étaient analystes jungiens, donc ils connaissaient parfaitement les polarités et les oppositions de polarités, la croix des fonctions, la croix de l'ombre. Et lorsque nous travaillons en intelligence de soi, c'est-à-dire la jonction entre la typologie jungienne et le dialogue intérieur, on donne corps aux fonctions orientées. Et on donne corps encore plus finement que finalement l'ensemble des fonctions orientées, les 8 fonctions orientées, parce qu'on n'a beaucoup plus que 8 sous-personnalités, bien évidemment. Mais on va savoir que, par exemple, on est dans le sentiment introverti parce qu'on n'a pas envie de partager quelque chose qu'on ressent très fortement à l'intérieur de soi, parce qu'on est dans une bulle, parce qu'on ressent le monde, mais on est juste dans l'émotion de ce qui nous habite. Et le facilitateur va savoir que, l'opposé, c'est la pensée extravertie, par exemple. Donc, comment on va aller chercher, dans le chemin de développement, l'opposé à ça, qui serait celui qui est capable de mettre en ordre une situation d'une façon logique, rationnelle, de l'organiser et d'une façon assez distanciée. Donc, c'est évidemment l'étape suivante, après le MBTI. Alors MBTI qui est quand même, rappelons-le, en fait une catégorisation, je le disais tout à l'heure, largement inspirée de Jung. C'est vraiment basé sur la typologie de personnalité de Jung. C'est pour ça que beaucoup disent que Jung est le père du dialogue intérieur. D'ailleurs, Jung, lorsqu'il avait 20 ans, et dans son livre « Ma vie », parle de son numéro 1 et de son numéro 2. 2 aspects de sa personnalité qu'à 20 ans, il décrivait déjà. C'était le dialogue intérieur embryonnaire, quoi. Oui, et c'était assez extraordinaire qu'un garçon de 20 ans dise « quand je suis dans mon numéro 1, alors je suis très clair, je peux parler, je peux faire des conférences, les gens m'écoutent, je suis quelqu'un où je me sens fort. Et puis si le numéro 2 arrive, alors là, je suis déconnecté du réel, j'ai la tête dans les étoiles, les pieds sont plus sur terre, et c'est là aussi qu'il a créé ses mandalas, qu'il a été un artiste extraordinaire, en plus de toutes ces publications qui étaient beaucoup plus d'ordre médical et psychanalytique. Donc c'est l'émergence du dialogue intérieur chez Jung.
Alors moi j'ai vécu dans une équipe il y a quelques années, il y a même longtemps, l'invitation de faire un MBTI en répondant à un questionnaire, puis un consultant qui nous a catégorisés, etc. Et une fois que chacun avait sa bonne petite étiquette, je me suis demandé quel était l'intérêt de faire ça. Moi j'étais pas encore coach à l'époque, je trouvais ça un petit peu stérile. Mais je me suis dit, tiens finalement, en travaillant avec l'approche du dialogue intérieur, c'est peut-être aussi un moyen de faire danser finalement ces typologies de personnalité qui émergent après le travail que permet le MBTI, pour mettre de la fluidité, y compris dans ce collectif à cet endroit-là. Qu'est-ce que t'en penses ? Je pense que tu avais un consultant qui était peut-être pas suffisamment bien formé. Et puis ensuite, quand moi je fais passer des MBTI ou quand je faisais des bilans, des choses comme ça, je montrais toujours que le type était dynamique en lui-même. C'était pas une catégorie où on est dans une case. On est porteur de toutes les fonctions orientées à l'intérieur de nous. Toutes les autres méthodes disent aussi pareil, que ce soit l'énéagramme, que ce soit la processcom, on a tout en nous. Mais dans le MBTI, c'est une promenade entre les fonctions dominantes, auxiliaires, tertiaires et refoulées, mais c'est aussi la capacité d'intégrer tout ce qui n'est pas visible et tout ce qui n'est pas premier, et du coup de rejoindre totalement les autres types qui, pour eux, là où nous on est en inconscient ou en difficulté, eux ils sont en force. Donc si on l'intègre, on va forcément les rejoindre davantage, on va forcément être auprès d'eux. Oui, mais est-ce que l'approche avec le dialogue intérieur facilite pas justement cette danse pour chacun des membres du collectif, mais aussi cette danse entre les membres du collectif ? Bien sûr, parce que plus on va faire émerger physiquement des personnages qui ne sont pas forcément ceux qui sont dominants, plus chacun va se sentir concerné et va comprendre qu'il est en lien et qu'il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de barrières. C'est extrêmement riche. En fait, on habille les sous-personnalités. Et découvrir aussi potentiellement des atomes crochus avec d'autres typologies de personnalités qu'a priori ne sont pas en lien avec la personnalité dominante. Bien sûr, c'est toujours un élargissement, c'est toujours quelque chose qui accueille et qui permet d'être reliés les uns aux autres. Je te propose à présent, avant de passer à la suite, Isabelle, d'écouter un premier extrait musical que tu as choisi pour faire un intermède à notre entretien. Alors, il s'agit des variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach portant le numéro 988 dans le catalogue BWV, joué ici par la pianiste Xiao Mei. Pourquoi ce choix, Isabelle ? D'abord, les variations Goldberg, il y a 30 variations. Et à chaque fois que je les écoute, je me relie à un aspect de ma personnalité. J'ai vraiment l'impression que c'est un peu comme le dialogue intérieur. Tantôt, une variation va s'adresser à quelque chose de doux, de romantique. Tantôt à un dynamisme qui commence à faire un bruit pas possible, et puis ensuite on va repartir sur quelque chose de sautillant, de joyeux, etc. Puis on va retomber sur de la nostalgie. Donc voilà, ces 30 variations, quand on les écoute, on voit bien qu'elles nous parlent à plein d'endroits différents. Et puis la pianiste, moi je l'aime beaucoup parce que j'ai lu son ouvrage qui s'appelle « La rivière et son secret » et ça s'appelle aussi « Des camps de concentration à Bach ». Et cette pianiste, elle a vécu pendant la Révolution chinoise et elle a été exilée en Mongolie. Et elle a vécu vraiment un truc absolument horrible, dans la pauvreté, dans le froid, etc. Mais elle a toujours réussi à garder un lien avec son piano. Et les variations Goldberg, c'était un peu le fil rouge qui l'a reliée à la vie. Elle a eu des professeurs qui l'ont aidée à les jouer de mieux en mieux. Après la Révolution, elle est allée aux États-Unis, puis elle est revenue en France. C'est un peu son morceau d'excellence. Et ça a été un support de résilience dans son histoire, dans son parcours. Un support de résilience, voilà. Alors les variations Goldberg constituent une œuvre pour clavecin composée par Jean-Sébastien Bach, portant le numéro 988 dans le catalogue BWV, je le disais tout à l'heure, composée vers 1740. C'est une des plus importantes pièces écrites pour clavier. Est-ce que tu considères que le dialogue intérieur incarne finalement le sommet de ta pratique ? Pour moi, oui. Je ne dis pas que c'est le sommet de la pratique pour chaque coach du tout. Pour moi, chaque coach doit avoir sa signature. Ça me paraît important qu'on ne soit pas tous sur le même modèle. Il
Il y a des coachs qui sont excellents, qui ont multimodèles, beaucoup de références, qui sont extrêmement riches, qui passent de l'un à l'autre. Il y en a d'autres qui ont plutôt des choses qu'ils connaissent mieux et vers lesquelles ils sont assez spécialistes. Quand j'entends parler d'analyse transactionnelle, quand j'entends parler d'autres techniques, PNL, etc., je me dis, bah oui, mais avec le dialogue intérieur, j'ai un résultat rapide là-dessus, je vois très vite les choses, je suis aussi au même endroit avec ça. Comme si c'était quelque chose qui pouvait rejoindre beaucoup d'autres façons de travailler. En même temps, il y a une spécificité, et moi je ne veux pas la lâcher, cette spécificité, c'est la construction du moi conscient. Et c'est aussi, j'en ai pas encore parlé, mais je pense que c'est extrêmement important, le regard sur la vulnérabilité. Alors ça, on en parlera un petit peu plus tard. Voilà. Peut-être parler de la pianiste en quelques mots. Donc Zhu Xiaomei est une pianiste d'origine chinoise, nous l'avons dit, naturalisée française. Elle a été enseignante au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Donc toi aussi tu enseignes. Je me suis demandé s'il n'y avait pas aussi un petit peu ça dans ton choix. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné tu as souhaité transmettre cette approche ? La transmission pour moi c'est le sens de la vie. La transmission me paraît naturelle. Depuis le début de ma formation, étaient formées des personnes qui étaient des DRH, des personnes qui étaient des consultants d'entreprise ou des coachs. Et je disais souvent à mes formateurs, mais attendez, c'est tellement formidable qu'il faudrait vraiment que tout le monde connaisse ça. Et moi, je voudrais que toutes les mamans, que toutes les institutrices, que tous les médecins, que tous les avocats comprennent à qui ils parlent et qui est là quand ils parlent et qui est là quand eux interfèrent. Et donc, c'est assez naturellement que, d'une part, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'on est venu me chercher pour écrire mon livre. C'est-à-dire que c'est pas moi qui ai voulu l'écrire, c'est un éditeur qui m'a proposé d'écrire un livre pour une grande diffusion, pour vraiment familiariser les gens à cet outil, parce qu'il y avait plutôt des démarches qui étaient assez rationnelles, des livres traduits des États-Unis, etc., qui étaient peut-être plus cadrés, mais ils m'ont demandé que ce soit juste quelque chose de facilement compréhensible. Donc de là, le chef d'orchestre, de là les exemples, de là les questionnaires, etc. C'était pour une transmission large. Ensuite, quand j'étais à l'EMCC, assez engagée quand même dans les circuits de l'association, j'ai vraiment milité pour que le dialogue intérieur rentre comme une démarche de coaching propre, parce qu'à l'origine, c'était une démarche thérapeutique. Alors justement, est-ce que ça c'est pas quelque chose qui fait décrier un petit peu certains ? Le fait que ça puisse être assimilable à une forme de thérapie ? Oui, c'est une frontière comme beaucoup d'autres démarches ont des frontières aussi. L'important, c'est de savoir où on met le cadre, comme on est vigilant à ne pas tout mélanger. Moi, je suis très attentive à ça et lorsque je fais un coaching, je mets le cadre. Le dialogue intérieur n'est pas mon unique matériau de travail, mais je préviens qu'il est très central. Je suis très attentive à l'objectif, à la demande. À chaque séance, nous revenons sur la demande initiale et l'objectif. En quoi ça m'a servi ? Qu'est-ce que ça permet d'ouvrir ? Qu'est-ce que ça me donne comme pas de plus ? Qu'est-ce que j'ai encore à aller chercher ? Donc, en coaching, je reviens sans cesse à l'objectif pour le faire progresser et pour qu'en un nombre défini de séances, on ait un résultat qui soit d'un élargissement de la personne qui puisse aller répondre aux besoins qu'il m'a nommés ou que son supérieur ou son entreprise a demandé. Je me suis dit, c'est peut-être intéressant pour les coachs débutants, peut-être qui nous écoutent, de réinsister sur ce que tu disais tout à l'heure, sur le fait que oui, il existe de multiples modèles, mais que ça peut être tout à fait intéressant et puissant de choisir finalement un modèle, de le maîtriser, c'est-à-dire de travailler longuement dessus pour en connaître les tenants et les aboutissants, mais aussi éventuels défauts et pour être vigilant à ces endroits précis, plutôt que multiplier les formations et ne rien maîtriser du tout. Qu'est-ce que t'en penses ? On peut entendre les deux. Il y a des personnes qui sont très gourmandes de faire énormément de formations. J'en vois, ils passent dans les formations que je donne qui sont des formations plutôt fondamentaux et qui sont plutôt pour mettre en appétit si on a envie de continuer. Donc, qui me disent, moi j'ai fait la pratique narrative, j'ai fait la PNL, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et je viens voir ce que c'est que le dialogue intérieur. Et je suis OK aussi parce que je me dis, c'est aussi ce qu'ils en retireront. Ça va leur servir dans leur signature de coach pour intégrer aussi qu'il y a différents niveaux de la personnalité à prendre en compte. Mais est-ce que c'est pas un danger que la personne avec cette voracité, cette envie de se former tout azimut, finalement mélange un petit peu les modèles et n'accompagne pas ses clients avec l'approche du dialogue intérieur qui nécessite quand même un travail sur soi, une vigilance, etc., avec le sérieux nécessaire ? Est-ce que c'est pas un risque ? Lorsque je donne les 4 premiers jours de fondamentaux et 2 jours ensuite, s'ils veulent travailler sur les relations, je les mets en garde en leur disant ça ne fait pas de vous des facilitateurs en dialogue intérieur. Ça fait de vous des personnes qui sont capables d'avancer en travaillant sur vous, de continuer éventuellement des séances de supervision ou des séances de travail,
ou de trouver, je leur donne des adresses, des espaces où il y a des formations qui sont plus approfondies. Et moi, je me considère vraiment comme un passeur, un peu, un maillon de la chaîne. Ça va dans le sens de l'ouverture, ça va dans le sens de la démocratisation. Donc tu les inities d'une certaine manière à cette approche ? Je les initie à voir en eux ce qui se passe, à voir en eux combien ils sont tirés entre des opposés, combien quelquefois ils sont bloqués par une vulnérabilité qui n'est pas accueillie, combien dans les discussions ou dans les difficultés qu'ils ont, soit professionnelles, soit personnelles, il y a des problèmes de relations qui viennent d'aspects d'eux qu'ils ont à regarder et à élargir et à accueillir et à aimer aussi. Les personnes qui enseignent le dialogue intérieur, bien sûr, travaillent essentiellement avec ça. Ils enseignent beaucoup de monde et ceux-là, souvent, disent « ça a changé ma vision, mais je continue à travailler en systémique ». En fait, c'est de la systémique intérieure. On parle beaucoup de systémique extérieure, on parle des Seven Eyes, on parle de tout ce qui est en lien les uns avec les autres, mais c'est pareil à l'intérieur de nous. On est sur le même modèle. Donc, c'est remettre ça au cœur. Mais sur un plan qui est peut-être moins connu, moins exploré et moins connu. Bien sûr, d'ailleurs, moi je vois tellement de gens, et je suis superviseur, donc je vois beaucoup de coachs, et des coachs qui quelquefois sont débutants, qui me demandent des méthodes, qui me demandent des outils, et là je fais quoi, et là qu'est-ce qui se passe, et là qu'est-ce que je lui dis après ça, etc. Mais ça c'est le démarrage, on a besoin d'être assuré comme ça. À cela, très souvent, je leur réponds, mais qu'est-ce qui se joue chez vous quand vous savez plus quoi faire ? Vous êtes dans l'action, qu'est-ce que vous pourriez faire d'autre que d'être dans l'action ? Qu'est-ce qui pourrait être utile aussi ? Et les faire aller vers ce moment où ils vont juste être dans l'observation et regarder ce qui se passe en face et renvoyer à la personne ce qu'elle vit au lieu de leur aligner une nouvelle méthode ou une nouvelle technique. Alors Isabelle, à présent, pour la poursuite de l'entretien, est-ce que parmi tous les cas, il y en a nombreux dans ce livre, est-ce qu'il y en a un qui te vient là que tu pourrais décortiquer avec moi ? Oui, il y en a un qui me vient parce que je pense qu'il est assez complet. Il s'agit d'une femme que j'appellerais Armelle, qui est envoyée par son entreprise, qui est une grande banque, parce que elle est en difficulté dans son poste et que, à l'origine, ce qu'elle demande, elle, c'est un bilan de compétences. Et en tripartite, ou son N+1, pense qu'il faut assortir ce bilan d'un coaching. Donc elle voit plusieurs personnes et elle me choisit. Cette Armelle est malentendante. Elle fait partie dans l'entreprise des travailleurs avec un handicap. Elle est donc déclarée comme ça, mais son environnement ne le sait pas. Elle est en situation de handicap invisible, hein. Elle est en situation de handicap invisible. Et elle joue extrêmement bien, comme si de rien n'était. Donc dans un premier temps, j'y vais très doucement parce que, au départ, sa demande, c'était des bilans de compétences. Donc MBTI. Je travaille avec elle, pas sur le questionnaire, mais sur les polarités qui sont là, introverti, extraverti, pensée, sentiment, sensation, intuition, et perception et jugement. Et elle se définit très bien sur un type qui est, si tu connais, INTP. Alors là, ça met en valeur sa dominante, qui est la pensée introvertie, et son auxiliaire, qui est l'intuition extravertie. Elle comprend très bien pourquoi elle capte vite, pourquoi elle est tout le temps en train de se questionner, pourquoi elle est intéressée par plein de choses. Enfin, ça la valorise donc tout ce qu'elle est. Et puis en même temps, il y a le sentiment extraverti qui est en inférieur, donc elle comprend aussi pourquoi elle ne peut pas parler d'elle. Pourquoi c'est absolument horrible, non seulement d'exprimer sa fragilité, mais en plus aux autres. Il y a une justification de ce qui se passe. Donc, on fait tranquillement 2-3 séances de bilan, et puis à un moment, j'ai envie de faire goûter au dialogue intérieur. Je lui propose de prendre la parole et de dire qui est là. Donc elle expérimente vraiment des opposés pour la première fois et ça a été intéressant parce que elle me dit mais c'est incroyable, maintenant je me regarde faire. Dans ma vie professionnelle, je vois bien qui est là quand je me la joue forte, quand je la joue dynamique, etc. Et puis, je vois bien comment je suis KO quand je rentre chez moi le soir. J'ai pas écouté vraiment ma fatigue et tout ça. Donc, elle a goûté ça. Ce qui était important et ce que je voyais bien, c'est qu'elle avait des idées qui se mettaient en place sur ce qu'elle pouvait faire. En plus, c'était une femme à haut potentiel, donc la banque comptait vraiment sur elle. Elle voyait bien dans quel domaine elle allait pouvoir travailler, comme la recherche, comme le montage de solutions assez techniques et tout ça. Mais le handicap, elle ne l'intégrait pas. J'ai été assez interventionniste là. Je lui ai dit maintenant, on va travailler là-dessus. Mais on avait tissé un lien, elle avait confiance en moi, donc j'ai pu le faire. Tu avais créé une alliance. J'avais créé une alliance très forte.
Ça a permis qu'elle aille tout de suite rencontrer la personne chez elle qui était complètement effondrée, qui s'est mise dans le canapé, les larmes aux yeux, qui avait du mal à parler. Et elle me dit textuellement, comme disait la mère d'Armel, heureusement qu'elle est mariée, heureusement qu'elle a ses enfants, parce que vraiment, elle est paumée, elle est perdue, elle voit rien. Donc elle parlait d'Armel avec ce regard très négatif, très lourd, très dur, très malheureux, etc. Et puis, elle est allée rencontrer une autre partie qui l'épuisait. Et là, quand je lui ai demandé qui c'était, elle m'a dit, moi je m'appelle Zoro, parce que je suis capable de faire en sorte que tout se passe bien. Et le circuler, il n'y a rien à voir qu'elle me dit de temps en temps. Zoro disait, c'est moi ça. Et je suis capable d'intervenir dans les rencontres, je suis là à la machine à café, je fais comme si tout se passait bien. Elle disait, c'est vrai que je suis là beaucoup, mais c'est vrai que j'épuise beaucoup Armel. Après ce passage, retour sur le siège central. Et donc là, elle voit véritablement ce qui s'est passé, c'est-à-dire que le personnage Zoro, il s'était mis juste derrière le siège principal. Et ça voulait dire aussi qu'il était là tout le temps sur son dos en train de la pousser. Alors que celle qui était désespérée, victime, pleurant, elle s'était mise assez loin sur un canapé, donc beaucoup plus en retrait. Donc là, Zoro, il a montré cette force qu'il y avait de faire comme si de rien n'était. Je lui ai dit, Armel, je vois que ce Zoro est épuisant, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un autre personnage qui pourrait prendre la défense d'Armel et faire en sorte que les choses s'apaisent un peu et soient moins difficiles? Alors là, c'était extraordinaire. J'ai vécu un truc, mais incroyable. Elle s'est levée de son siège. J'ai l'impression qu'elle avait un dossier sous le bras et elle n'en avait pas. Et elle a fait les 100 pas dans la pièce en me disant, moi je suis l'avocat. Et je suis capable d'aller dire haut et fort à la direction, à la DRH, ce qui se passe pour Armel. Elle a des examens médicaux très graves à faire. Elle doit avoir une attention particulière sur les visioconférences. Il faut qu'on lui mette des personnes quand il y a des difficultés de compréhension pour qu'elle puisse intervenir. Il faut qu'on reconnaisse ce qu'elle peut faire sans la coller dans des situations invraisemblables où elle ne peut pas répondre. C'était impressionnant parce que ce personnage, il prenait toute la place dans la pièce. Et donc, je l'ai laissé, je lui ai parlé, je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle pourrait faire d'autre, quand est-ce qu'elle peut agir, etc. Donc, on a été vraiment loin. Elle était vraiment dans l'incarnation d'un personnage qui défendait cette cliente. À la fin, je lui ai demandé de reprendre la place sur le siège central et je lui ai demandé, alors, qu'est-ce qui se passe? Et là, elle a été impressionnée qu'elle ait en elle ce personnage aussi puissant qui ne cherche pas du tout à cacher, mais qui était là pour sa défense. La façon dont elle a travaillé après l'entreprise, ça s'est amélioré. Les relations avec les autres ont été beaucoup plus faciles. Elle a été capable de dire à sa hiérarchie ce dont elle avait besoin, comment elle allait pouvoir le faire, ce qu'elle pouvait apporter, les points forts qu'elle pouvait donner, enfin vraiment se remettre vraiment en selle. Ce qui m'a amusé, c'est que la dernière séance, elle m'a dit « Vous savez ce qui s'est passé, Isabelle ?» Je me suis inscrite dans un cours de théâtre. Une personne jeune dans la force de l'âge qui était malentendante et qui a été capable ensuite de sentir qu'elle était capable d'incarner des personnages que la troupe de théâtre allait lui demander de faire. En t'écoutant dans cet exemple, je trouve qu'il y a une dimension de réunification, de rassembler les différentes sous-personnalités, leur donner la parole et de conscientiser ce qui se joue en sous-jacent en fait. Et c'est cette place de ce moi conscient qui retourne au siège central. Je prends conscience de celui-là, de celle-là, sans me dire « Ah ça c'est bien et ça c'est pas bien ». Parce que la partie victime et écrasée de chagrin, oui, elle est là. Et elle a besoin d'être entendue par la cliente. Elle est là et il ne faut pas l'étouffer. Il faut qu'elle soit là, qu'elle ait son espace. Mais celle qui prend en main les choses, elle peut être là aussi, mais si elle est là tout le temps, elle est épuisante. Donc il y a le relais. Donc cette capacité de regarder de haut et de reprendre au service de la demande d'ailleurs de l'entreprise qui était hyper contente de ce qui s'est passé, la transformation, mais sur l'ensemble de la prestation qui devait être une vingtaine ou peut-être 30 heures de travail au total. Ce qui était vraiment utile, c'est la séance où est apparu ce personnage et où elle a pris conscience de tout ce qu'elle avait à disposition. Je me suis dit, le coaching bref, ça existe. C'est pas qu'on fait moins bien ce qu'on peut faire longtemps, c'est qu'on met le coup de marteau, c'est-à-dire le coup vraiment décisif, au bon endroit. Et que du coup, ça fait basculer les choses. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est une force de cette démarche, parce que tout d'un coup, faire émerger quelque chose qui n'a jamais cru qu'il pouvait exister et qui est là, c'est donner une nouvelle puissance à la personne et réunifier tout ce qu'elle est. Est-ce qu'il est possible d'utiliser le dialogue intérieur, ma question est rhétorique puisqu'en l'occurrence la réponse est dans le livre, de l'utiliser en auto-coaching, en s'auto-facilitant d'une certaine manière?
C'est forcément quelque chose qui est super intéressant. C'est quand on prend conscience qu'on a un aspect de nous qui prend toute la place, de ne pas oublier d'aller chercher tout seul l'aspect opposé qui n'aurait pas la même idée. Et par exemple, je veux acheter un appartement, j'ai besoin de partir en vacances à un certain endroit, je vais aider un de mes enfants à déménager. Il y a nos primaires qui arrivent pour dire on va faire comme ci, on va faire comme ça. La richesse, c'est de pouvoir dire, ma primaire dit ça, qu'est-ce que dirait l'opposé qui peut avoir une idée totalement différente ? Par exemple, je suis toute seule, ma voisine vient me demander de lui garder ses 3 enfants le week-end prochain parce qu'elle a besoin de déménager. Alors j'ai en moi une personne très serviable qui aime être à la disposition des autres et je vais lui dire, ok, j'ai noté, le week-end prochain, je m'en occupe, etc. Ça, c'est la primaire serviable, hein. Puis je rentre chez moi, mais je dis mais qu'est-ce que j'ai fait ? Moi, je suis idiote, quoi. Je suis crevée. J'ai promis que j'irais avec telle personne faire des courses pour ci ou pour ça. J'ai à préparer ma semaine. Il y a un truc qui va pas. Si on a ce réflexe de tout seul se dire habituellement je dirais quoi ? Ça, c'est facile pour moi de répondre ça. Mais tout seul, de pouvoir aller d'un autre endroit et de dire, alors celle qui ne voudrait pas y aller, qui dirait, mais j'en ai rien à faire de la voisine, qu'est-ce qu'elle dirait ? Elle dirait, prends soin de toi, fais attention, ne te laisse pas déborder, t'es crevé, etc., etc. Le moi conscient va voir ces 2 aspects. Qu'est-ce que je vais dire à la voisine ? Je ne peux pas dire un coup oui, un coup non. Qu'est-ce qui serait juste pour l'un et pour l'autre ? Et je peux construire, grâce à ça, une solution qui pourrait satisfaire chacun des aspects opposés de ma personnalité. Et ça pourrait donner, ça me fait très plaisir de pouvoir te donner un coup de main et t'aider, mais dans le week-end prochain, je vais avoir besoin de temps pour moi. Est-ce que ça te conviendrait que je donne un coup de main le samedi et que je puisse passer la main à quelqu'un d'autre le dimanche, par exemple ? À ce moment-là, chacun des aspects opposés a été entendu et c'est très différent que de dire quelque chose et d'avoir le retour du bâton le lendemain. Donc là, il y a un travail de conciliation finalement, des opposés pour trouver une solution médiane qui convient à tout le monde. À partir d'un espace central qui ne dit pas « la généreuse est pas bien » ou « l'autre elle est égoïste », etc. Non, qui prend en compte chacun. À présent, Isabelle, je te propose un petit jeu que j'ai mis en place depuis quelques mois et qui consiste pour toi à tirer au sort des questions que tu n'as pas du tout eues à l'avance. 4. Quel est le feedback d'un client qui t'a particulièrement ému ? À peu près 1 an et demi ou 2 ans après un coaching d'une personne qui était dans une entreprise où elle était directeur financière et qui a eu envie de mettre fin à ce genre de vie qui n'avait pas de sens pour elle. Elle a retrouvé le fil du sens qu'elle voulait mettre dans sa vie. Elle est partie dans la création d'espaces verts et de jardins au service des collectivités ou au service de particuliers. Il a fallu qu'elle fasse des démarches et des formations importantes. Elle fait l'école d'horticulture de Versailles. Et il y a quelques jours, elle m'envoie un message. Elle me dit « Isabelle, il faut que je partage avec vous. Je viens d'avoir mon premier contrat avec un gros client qui me fait confiance et qui me donne carte blanche pour organiser les espaces dans sa propriété. Et c'est grâce à vous, parce que vous avez eu confiance en moi, vous m'aviez donné confiance en moi, et le client me fait confiance. Donc voilà, je vous remercierai jamais assez. Et ça m'a vraiment touchée parce que j'avais pas eu de ces nouvelles depuis un certain temps et que j'ai mesuré le chemin qu'elle a fait. Tu peux tirer un autre petit papier ? 17. Entre préparation et improvisation, où se situe le plus ta pratique du coaching ? Les 2, mon capitaine. La première chose, c'est que je me prépare intérieurement. Quand je reçois quelqu'un, je travaille sur où j'en suis moi, où est la conscience de ce qui se joue aujourd'hui chez moi. Je me relie vraiment à ce qui est là et j'installe autour de moi les différents aspects. Il y a celle qui veut être performante, il y a celle qui veut répondre à la demande, il y a celle qui a peur de ne pas satisfaire, il y a celle qui est fatiguée parce qu'elle a déjà eu beaucoup de choses aujourd'hui. Il y a vraiment toujours pas mal de monde. Symboliquement, je sais qu'ils sont là, mais ce n'est pas eux qui vont coacher à ma place. Ce que je dis toujours quand je suis avec des coachs que je supervise, c'est qui coach quand vous coachez ? Et moi, qui supervise quand je supervise ? Donc là, je me prépare. Je me relie avec mon intériorité, avec ce qui est en moi, avec plus grand que moi. Toutes ces oppositions sont moi, toutes ces choses complémentaires sont là. Donc il y a un temps dédié pour te recentrer. Il y a un temps dédié qui n'est pas très long, mais où je prends conscience de ce qui se passe. Parce que par exemple, si j'enchaîne des séances, je peux être fatiguée. Et donc là, j'accueille cette fatigue. Je me dis, oui, ok, tu as besoin de quoi ? Tu as besoin de boire un peu d'eau, tu as besoin de respirer. Enfin voilà, il y a quelque chose qui se centre. Alors ça, c'est la partie préparation. Et la partie improvisation, elle est extrêmement forte aussi. Pourquoi ? Parce que je coach avec ce qui est là.
Quand le client arrive, même si on est dans une poursuite vers un objectif et une séance qui soit 4, 5, 6, etc., je ne suis jamais en train de me dire on en est où et qu'est-ce qu'on va faire. Qu'est-ce qui est là aujourd'hui pour le client? Qu'est-ce qui m'amène? Qu'est-ce qui m'apporte là où il est? Et avec ça, je vais faire ce qui va me venir. Donc il y a ce côté improvisation, mais une improvisation qui n'est pas je ne sais pas où je vais. Là où je vais, c'est je veux l'aider à prendre conscience de ce qui se joue chez lui et comment il peut avancer d'un pas. Et ça, je le fais très souvent avec ce qui m'amène, qui est là, que je vais prendre en compte, et puis ensuite aller chercher autre chose pour pouvoir ouvrir la situation. Est-ce que quand tu accompagnes un client, à la fin des séances, tu prends quelques notes? Du coup, est-ce qu'avant la séance suivante, tu relis tes notes pour te remettre un petit peu dans le bain de ce qui s'est joué précédemment? Alors pendant les séances, je prends des notes, ce qui n'est pas courant non plus dans le dialogue intérieur, parce que les gens me disent « mais pourquoi t'écris ?» J'arrive à suivre l'énergie et à écrire des mots qui sont dits. Il y a une étape très importante dont je n'ai pas parlé dans le déroulé de la facilitation, c'est qu'à un moment, quand les personnages ont parlé, qu'on a fait les va-et-vient avec le siège du moi conscient au centre, on a une étape qui s'appelle la vision lucide. Et cette vision lucide, c'est mon client vient s'asseoir à côté de moi et je lui raconte à la troisième personne du singulier ce que j'ai vu et ce que j'ai vécu. Tu lui fais revivre un peu une vision méta, c'est ça? Voilà. Et cette vision lucide va permettre au client, quand il va reprendre sa place, de se distancier encore plus de ce qui s'est passé et de reprendre vraiment conscience. Et ensuite, je lui fais faire évidemment ce travail de « avec ça, qu'est-ce que vous allez faire? Où est-ce que vous voulez aller? Qu'est-ce qui va vous être utile? Qu'est-ce qui va faire avancer vers l'objectif, etc. » Et cette vision lucide, elle donne de la puissance aux sous-personnalités. Elle aide à construire ce moi conscient de tout ce qui s'est passé. Et donc, les notes que je prends vont m'aider à reprendre vraiment et les mots et les énergies d'être juste. Alors, j'écris pas tout, mais ça m'aide énormément. Ce qui fait dire après, ah oui, c'est tout à fait ça. Il y a beaucoup de facilitateurs qui ne prennent aucune note. J'en connais qui écrivent tout. Et moi, j'écris ce qui est important. Alors, ce qui est amusant, c'est que depuis le Covid, je travaille beaucoup à distance. Et en visio, ça marche extrêmement bien. L'énergie, elle traverse totalement l'écran. Et en visio, je dis aux clients, je vais vous enregistrer sur mon ordinateur la vision lucide. Vous n'écrivez rien, vous écoutez simplement et je vous l'enverrai. Comme ça, vous pourrez y revenir. Ce que j'avais envie de te raconter, parce que c'est assez intéressant, c'est une visio que j'ai faite dans une formation avec une personne qui est au Sénégal. J'avais eu le mari qui était quelqu'un d'extraordinaire, un avocat au Sénégal, merveilleux, et il était tellement content de la formation qu'il a proposé que sa femme puisse faire la fois suivante. Elle était coach comme lui, etc. Donc, cette femme qui a une capacité d'aller vers l'authenticité et vers sa petite fille intérieure. Question hyper basique. Je dois faire du sport. Je ne sais pas si je fais du yoga ou si je fais du tai chi. Après que j'ai entendu la partie d'elle qui était décidée à faire quelque chose, ensuite est arrivée une petite fille intérieure, complètement incomprise, qui me racontait tellement de choses sur sa maman, qui c'était jamais bien ce qu'elle faisait, c'était jamais suffisant, et pourtant elle essayait tellement de faire les choses bien. Enfin bon, elle était assise sur un lit, on était Paris-Sénégal, et elle était absolument bouleversante. Tellement bouleversante que quand je lui ai dit, tu sais, maintenant on va se quitter parce que il y a le temps, est-ce que tu veux bien? Elle me dit, oui, où elle est la porte? Elle était dans un espace où elle avait compris qu'on allait se quitter, mais qu'elle allait quitter une pièce, sauf qu'on était en visio. Et là, ça a été assez fort parce que on a compris à quel point elle était dans ce qui se passait. Donc je lui dis, non, mais ne t'inquiète pas, tu vas juste ouvrir les yeux, on va reprendre contact, tu vas te reposer, etc. Quand j'ai demandé à ceux qui faisaient partie de la formation de rouvrir leurs caméras, parce que je fais ça, les caméras fermées et les micros fermés, il y a eu un espace de silence et d'émotion porté par tous les participants qui était incroyable. C'est-à-dire qu'ils avaient vécu, senti l'énergie de cette immense vulnérabilité portée par cette femme qui par ailleurs était d'une force et d'une puissance exceptionnelle quand on l'avait vue auparavant et qui avait basculé de l'autre côté. Finalement, c'est assez génial de se dire que l'énergie, elle traverse tout. L'énergie, elle traverse les océans, elle traverse la mer, elle traverse les écrans et qu'on la palpe. Ok. Tu veux bien tirer un autre petit papier? 21. Le plaisir dans le coaching, c'est quoi pour toi?
Alors le plaisir pour moi, c'est la découverte, c'est la rencontre, c'est le cœur à cœur avec la personne que j'accompagne. Et puis j'ai énormément de plaisir à partager des choses vraies, des choses profondes, à accompagner les gens, à sentir qu'on vibre de quelque chose et puis qu'ils trouvent leur propre chemin, qu'ils trouvent leur solution tout seuls et que je les vois partir comme cette nouvelle horticultrice là qui part sur un monde tellement nouveau, tellement différent, qui était improbable quand on a commencé le coaching. Et ça, c'est un plaisir immense, vraiment. Je me dis, il y a une exigence de travail, mais en même temps, j'adore vraiment ce que je fais et en plus, je suis payée. Donc, c'est quand même chouette, quoi. Je suis aussi coach et superviseur solidaire, mais c'est quelque chose qui me rend extrêmement heureuse. Au fond, dans l'entreprise, le dialogue intérieur peut bien sûr être utilisé en individuel, on le disait précédemment. En collectif, il peut permettre de fluidifier le collectif, mais il y a aussi des bénéfices pour l'entreprise indirects. Bien sûr, c'est pour ça que beaucoup de managers, beaucoup de DRH qui ont fait un travail avec le dialogue intérieur en coaching pour eux, le réinjectent dans leur propre équipe ou dans leur propre entreprise, de façon à accompagner finalement l'ouverture vers une plus grande compréhension les uns avec les autres, vers une acceptation des complémentarités, vers une meilleure vision de ce qu'ils veulent pour leur équipe. Il y a vraiment un effet systémique qui se joue. Et en plus, comme ils l'ont expérimenté, ils le prescrivent parce qu'ils ont vu pour eux ce que ça impactait. Et puis l'autre avantage, me semble-t-il, c'est que ça va permettre à chacun des collaborateurs qui auraient été accompagnés avec l'approche du dialogue intérieur à déployer son plein potentiel. Ils accueillent beaucoup plus de choses chez eux et donc aussi, ils font un bouquet beaucoup plus large avec ce qui se passe chez les autres. Et puis, c'est aussi un espace de régulation important avec cette démarche des relations avec la hiérarchie, des relations à l'intérieur d'un CODIR ou d'un COMEX. Et lorsqu'on se retrouve dans une situation où l'un devient celui sur qui tout repose comme responsabilité en disant qu'il n'est pas à la hauteur, etc., c'est toujours intéressant de revenir sur qui dit qu'il n'est pas à la hauteur, quelles sont les valeurs qui portent ça, et l'autre, qu'est-ce qu'il fait qu'il ne sait pas faire. Et donc de remettre de la responsabilité derrière chacun des aspects, et d'accueillir les vulnérabilités qui sont en jeu dans les situations relationnelles et qui mettent le feu aux poudres très souvent parce qu'elles ne sont pas suffisamment entendues ou respectées. Alors ça, je pense que c'est un élément clé qui est assez explicite dans le livre, c'est remettre en responsabilité chacune des personnes accompagnées avec cette approche. Au lieu d'être dans un rôle systématique de victime ou de sauveur ou de bourreau, c'est être capable aussi de prendre en considération la globalité de ce qui se joue pour soi, pour chacun, et pour faire de ses choix en conscience. Exactement. En quoi chacun est responsable de ce qui se passe et qui est à l'œuvre et qui est-ce qu'on peut encore appeler pour porter cette responsabilité en co-responsabilité les uns avec les autres. Tu veux bien retirer un autre petit papier, s'il te plaît ? 8. C'est quoi les prérequis pour être un bon coach généraliste ? Un bon coach généraliste, pour moi, c'est quelqu'un qui est capable de se remettre en question, c'est quelqu'un qui est capable de disponibilité et d'écoute pour l'autre, c'est quelqu'un qui est capable de ne pas se mettre en modèle et en conseil, mais juste de regarder l'autre avancer et de célébrer ses avancées et de l'encourager dans la direction qui est la sienne. C'est quelqu'un qui a une boîte à outils suffisante pour savoir qu'il a sans doute ce qu'il faut pour donner un petit coup de pouce de temps en temps sans écraser par la technique. Et c'est très souvent dit, mais je le répète, c'est vraiment le coach qui est son propre outil. Le plus important, c'est vraiment se connaître. C'est pour ça que l'axe à la fois thérapeutique et de supervision est tellement important. Et les qualités à développer une fois qu'on a le diplôme de coaching, qu'est-ce qu'il faut faire pour entretenir sa pratique et la développer, l'enrichir ? Continuer à se former, continuer à avoir des espaces de partage avec d'autres. Intervision, covision potentiellement ? Intervision, covision, groupe de pairs. Faire partie d'un réseau, ça me paraît important. De ne pas oublier qu'il faut être en lien avec les autres, il faut voir un petit peu comment travailler à plusieurs ou comment est-ce qu'on peut trouver sa propre identité dans un collectif peut-être. S'engager en étant absolument attentif à son éthique, à sa déontologie, à ne pas faire n'importe quoi. On peut avoir une certaine puissance si jamais on ne fait pas très attention à mettre des limites et à redonner à l'autre sa propre responsabilité. Donc c'est être vigilant quand même là-dessus. Pour être un bon coach utilisant l'approche du dialogue intérieur, il y a une grosse remise en question permanente à faire, qu'on regarde consciemment ce qui se passe quand on est en train d'interagir avec les autres, un élargissement des possibilités, une honnêteté pour reconnaître la vulnérabilité,
une attention à notre propre vulnérabilité. Le coach en dialogue intérieur est attentif à aider le client à ne pas mettre de côté sa vulnérabilité et en tout cas à la regarder et à en prendre soin de façon à ce que ça simplifie les relations. Et quand on noue une relation avec quelqu'un, ou de boulot, ou plutôt une relation personnelle, type une relation de couple, on imagine que l'autre doit connaître notre vulnérabilité et doit y répondre. Par exemple, j'ai pas confiance en moi, donc il faut que l'autre ait confiance en moi et ait confiance en lui pour m'apporter cette sécurité. Je pense que chacun est responsable de entendre ce que sa vulnérabilité porte et comment il va l'accueillir, la regarder, l'intégrer et s'en servir aussi comme pilier, comme possibilité de pouvoir accueillir celle de l'autre et de pouvoir entendre que l'autre aussi, puisqu'on accueille la nôtre de vulnérabilité, que l'autre peut aussi regarder la sienne non pas comme un poids mais comme une ouverture vers des possibles nouveaux. Cette phrase que j'aime beaucoup, c'est « il y a une faille en chacun et c'est par là que la lumière passe ». Et c'est Leonard Cohen, qui est un ancien rabbin, qui disait ça. Et je pense que cette attention à cette faille que l'on a, et elle est en chacun, puisqu'elle est la trace de l'enfant que nous avons été à la naissance, cette vulnérabilité extrême, qui, lorsqu'elle est regardée, lorsqu'elle est accueillie, lorsqu'elle est aimée, alors quelque chose de lumineux peut arriver à côté de la puissance qui se dégage dans nos sous-personnalités diverses. Cette faille, elle est importante de la surveiller, de voir ce qui se passe, de l'accueillir. Il ne faut pas oublier non plus que nos sous-personnalités dominantes, elles se sont constituées pour protéger la vulnérabilité de départ. Donc à chaque fois qu'on travaille avec un personnage dominant, une voix dominante, une sous-personnalité primaire, à chaque fois, on sait que c'est un gardien de quelque chose de précieux. Et qu'elle a été fort utile pendant très longtemps. Et qu'elle l'est toujours d'ailleurs. Elle l'est toujours et qu'on peut la remercier. Mais aujourd'hui, il y a peut-être d'autres façons de s'occuper de la vulnérabilité que l'on a que de l'obliger à être toujours le gardien pour que cette vulnérabilité soit protégée. Et qu'elle n'apparaisse pas trop, parce que je pense qu'il y a aussi ça. L'éducation est terrible là-dessus, c'est que il faut être fort, il faut se montrer fort. Combien les personnes me disent, moi j'ai un soi fort énorme, j'ai un soi parfait énorme. Oui d'accord, ça c'est vraiment l'éducation qui fait que on nous injecte ça. Quand une personne qui fait un exposé tout d'un coup se sent émue et le montre, et l'accueille et passe à autre chose après, ça donne une dimension de vérité, d'authenticité absolument énorme. Alors ça, c'est un élément intéressant dans le livre aussi, c'est que tu parles de la danse des énergies entre la puissance et la vulnérabilité, c'est-à-dire finalement que c'est en accueillant pleinement la vulnérabilité, et en particulier dans l'entreprise, qui n'a pas forcément le droit de citer, qu'on touche pleinement à sa puissance. C'est pratiquement aux antipodes de ce qui est prôné et dans l'éducation, comme tu viens de l'expliquer, et dans l'entreprise d'ailleurs. Oui, c'est aux antipodes et en même temps, ça évolue pas mal. Il y a du chemin à faire, mais il y a quand même de plus en plus de prise de conscience que les personnes qui sont en charge de l'humain doivent prendre en compte cet aspect-là et que chacun est porteur de ça et que l'important c'est d'en avoir conscience et de savoir où on se situe. C'est pas d'être noyé dedans, c'est pas d'être absorbé dedans, mais c'est de savoir que c'est là et qu'on a les moyens d'y répondre et qu'en même temps, on peut, en ayant conscience que c'est là, générer autre chose et montrer autre chose. Je repense du coup à Armelle. Elle a fait sa séance, elle a pris conscience de la victime et celle qui n'en pouvait plus et celle qui était effondrée. Mais c'est pas pour ça qu'en face de son N+1, elle est effondrée, victime, et elle le sait pour elle que c'est encore plus fort que ce qu'elle croyait. Et ça a donné la possibilité qu'il y ait quelqu'un qui, au lieu de l'obliger à en faire toujours plus, qui était ce Zorro qui en faisait, elle a trouvé une autre technique qui est, non, il y a une voix en moi qui est capable d'exprimer les besoins qui sont portés par une partie fragile de moi. Elle a pris en compte cette situation sans pour autant s'effondrer. Et en même temps, rappelons que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, que c'est au contraire en ayant conscience de sa vulnérabilité qu'on touche à sa pleine puissance, et que par ailleurs, la conscientisation de sa vulnérabilité permet aussi que notre vulnérabilité intérieure ne fasse pas des croche-pieds, parce que c'est ça le risque aussi, de vouloir la cacher à tout prix. Le risque, c'est qu'il y ait des choses qui se passent dans notre vie parce qu'intérieurement, ça pousse pour être entendu, en fait. Et c'est pour ça que les séances sont précieuses, parce que c'est évidemment des séances en toute confidentialité, plutôt en dehors du bureau, pour qu'il y ait vraiment une liberté de pouvoir exprimer ce qu'on a envie d'exprimer. C'est le moment où cette vulnérabilité peut sortir, peut émerger, que le client peut ensuite, en se remettant à distance, voir ce qui s'est passé,
en tirer des conclusions, voir comment il peut l'appréhender, voir comment il peut éviter qu'elle jaillisse au mauvais moment, évidemment, qui serait catastrophique, et donc pouvoir la garder avec sans être submergée. Ok, tu veux bien tirer un dernier petit papier ? 19. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de considérer que tu avais raté une séance de coaching avec l'approche du dialogue intérieur ? Et si oui, quelle en a été la raison ? Oui, une fin de coaching au moment où je disais au revoir au client. Nous étions sur le pas de la porte, le coaching était terminé. On avait fait un bout de chemin ensemble très important. Il s'agissait d'une personne qui était dans un domaine de secret défense. Il avait des problèmes dans la hiérarchie avec les femmes, qu'il estimait ne pas avoir le droit de prendre le pas sur lui. En même temps, j'avais remarqué quelque chose que j'avais jamais exprimé, qui était que quand il disait au revoir, il me serrait la main et il regardait ailleurs. C'est ce qui s'est passé à la dernière séance. Et bêtement, j'ai lâché vraiment le cadre du coaching. Pour moi, ça a été vraiment une prise de conscience énorme. Je lui ai dit, vous savez, quand vous dites au revoir, faites attention de bien regarder la personne parce que ça pourrait vous être préjudiciable et vous coûter cher. Immédiatement, il est revenu sur une femme me donne un jugement, un conseil, etc. Et il est parti furieux de mon intervention, mais tellement furieux qu'il m'en aurait claqué la porte à la figure, que le coaching n'a servi à rien, etc. Pour moi, c'était terrible parce que du coup, j'ai vite été revoir mon superviseur en lui disant comment je le vivais mal. Ce que ça m'a appris, c'est que le coaching n'est jamais fini tant que les portes ne sont pas fermées. L'espace de coaching, il est à préserver jusqu'au bout, avec beaucoup d'attention. T'as eu des nouvelles de lui par la suite ? Aucune. Et il y a un regret ou un remords ? Il y a un apprentissage énorme. C'est-à-dire que moi, j'ai un côté de moi qui est très spontané, qui est très je vais vous donner un petit tuyau et tout ça. Hein. Sauf que c'est pas du tout le but du coaching, quoi. Bah, tu vois, je trouve que c'est un exemple qui est hyper intéressant parce que ça rappelle, comme tu le disais, que le coaching, il n'est jamais fini tant que le client est en présence. Et par ailleurs, en fait, que tout ce qui arrive peut être source d'apprentissage et donc peut être une occasion de grandir dans sa pratique. Exactement, mais je m'en souviens. Ça date d'une dizaine d'années. C'est quelque chose qui était très violent pour moi. Parce que ce coaching était un coaching difficile, dans un contexte masculin-féminin assez opposant. Il était arrivé à une compréhension de ce qui se jouait chez lui, donc content de ce qui s'était passé. J'ai eu l'impression d'avoir tout fichu en l'air. Alors pour faire une transition vers la suite de notre entretien, je te propose une pause musicale entre les numéros 32 et 33 correspondant à tes choix musicaux. Où va ta préférence ? Alors 33. Alors écoutons un extrait de ton choix musical. Alors il s'agit de l'Audate Dominum K339 de Wolfgang Amadeus Mozart, interprété par le Gallois Kai Thomas, alors âgé de 12 ans. C'est un extrait de l'enregistrement de son premier album intitulé Sérène. Pourquoi ce choix, Isabelle ? L'air que je trouve éminemment beau, ce Laudate Dominum qui est un chant de louange. J'ai une vie spirituelle qui est très importante pour moi. La musique sacrée m'élève énormément, elle me rejoint profondément. Et puis il y a ce jeune soprane qui a 12 ans, qui est ce petit garçon qui a une voix cristalline, qui a une voix pure, qui est extrêmement léger dans sa façon d'interpréter. Et puis ensuite la reprise avec le chœur. J'aime à la fois beaucoup les chœurs et puis les voix d'enfants qui me parlent beaucoup. Alors les vêpres solennelles d'un confesseur en do majeur, KV 339, ont été composées par Mozart en 1780, alors qu'il occupait le poste de compositeur de la cour du prince-archevêque de Salzbourg. C'est quand même le deuxième choix en lien avec une forme de transcendance, donc je fais l'hypothèse que c'est présent dans ce que tu fais, dans qui tu es.
Oui, c'est présent parce que moi j'ai une foi en l'homme qui est énorme, une foi en Dieu aussi, qui s'exprime dans les rencontres que je fais en voyant chez l'autre plus grand que ce qu'il me montre. Pour moi, ce plus grand qui est en chacun, c'est une dimension divine, parce que je suis chrétienne, mais bon, ça peut être dans d'autres religions autre chose, et c'est très bien aussi. Dans mes accompagnements, sans en parler, j'aide la personne à voir ce qu'il appelle plus grand, ce qui le tire plus haut, ce qui l'apaise, ce qui le rend grand. Et j'ai pas mal de clients ou de coachs que je supervise qui ont une dimension spirituelle importante et qui le partagent avec moi et on réfléchit là-dessus. Il y a cette croyance au cœur de ma vie et de ma foi que tout homme est habité par plus grand que lui, qu'il le sache ou non, qu'il le veuille ou non, c'est la dimension de l'homme qui est comme ça et qui le différencie du reste de la création. Juste un verset de la Genèse, Dieu crée l'homme à son image. S'il crée à son image, c'est quoi son image ? Et je vais le chercher dans Saint Jean qui dit Dieu est amour. Pour moi, chaque homme a une parcelle, a un germe de cet amour-là qui le conduit là où il est sans le savoir peut-être. Je me suis posé une question, Isabelle, est-ce que tu as des petits-enfants ? J'ai 4 enfants et 10 petits-enfants. Et donc ce qui est assez formidable, c'est que la vie passe vite. Et l'aîné de mes petits-enfants vient d'avoir 24 ans et la plus jeune vient d'avoir 4 ans. Et c'est un de mes grands bonheurs de pouvoir aujourd'hui organiser beaucoup mon temps entre l'activité que je continue à avoir, mais que je mets à un rythme qui me convient bien, parce que j'ai pas envie non plus de passer à côté de choses importantes pour moi, et d'être près d'eux pour les voir grandir et les voir changer. Je me posais la question, qu'est-ce que tu aimerais leur transmettre de plus précieux comme enseignement ? Et peut-être qui transcende aussi au fond ta pratique, Ce que j'aimerais leur transmettre, c'est qu'ils apprennent à s'accepter les uns les autres, à vivre entre eux. Pour moi, la famille est importante. J'ai 5 frères et sœurs et on est très proches. Et j'aimerais que mes enfants et mes petits-enfants continuent de tisser des liens, qu'il y ait de l'accueil de chacun et de la compréhension de chacun et qu'il n'y ait pas d'exclusion. Dans le début de mon livre, j'ai fait une dédicace et j'ai dit à mes parents, à mes enfants, mes petits-enfants, mes frères et sœurs, ils sont ma famille extérieure. Ils m'ont permis de découvrir les éléments de ma famille intérieure. Et je vois vraiment ce lien entre les uns et les autres. Faut-il une supervision spécifique aux coachs qui utilisent le dialogue intérieur ? Ce qui me semble important, c'est de distinguer les coachs qui utilisent spécifiquement le dialogue intérieur, comme les personnes qui sont très formées. Et là, bien sûr, il faut qu'ils travaillent avec quelqu'un qui soit très au courant de ce qu'est le dialogue intérieur pour pouvoir vraiment échanger, puisque l'espace de supervision, c'est aussi un espace d'échange, de vision ensemble. Pour la plupart des personnes que j'ai formées ou que je vois autour de moi, qui ont abordé le dialogue intérieur comme un aspect nouveau de leur somme de connaissances, bien sûr qu'ils peuvent voir toutes sortes de superviseurs. Moi, je suis essentiellement supervisée par des personnes qui pratiquent le dialogue intérieur, mais j'ai pris aussi parfois des superviseurs qui ne le connaissaient pas. Et ça m'a beaucoup enrichi aussi de travailler, même des supervisions collectives, où moi j'étais là avec ma casquette dialogue intérieur, mais où je voyais d'autres pratiques et même quelquefois où je faisais avec le superviseur la séance de supervision à ma façon, ce qui ouvrait aussi sur d'autres choses. Donc tout ça, c'est aussi beaucoup de passerelles. Là, je suis engagée dans l'association francophone de dialogue intérieur qui s'appelle l'AF Dialogue, qui regroupe des praticiens et des utilisateurs du dialogue intérieur francophone. Et je viens de monter une commission supervision parce que on est en train de refaire notre site et on réfléchit à ce qu'il est absolument indispensable que les praticiens de dialogue intérieur sachent à qui s'adresser pour être supervisés. Voilà, ça fait partie des règles déontologiques et aussi de la protection à la fois du coach et de son client. Et de la pratique. Exactement. Alors prenons un peu de hauteur. Quel est le rôle des coachs dans la société en pleine mutation dans laquelle nous vivons, selon toi ? C'est des accompagnateurs importants à des niveaux différents. La société dans laquelle on vit, c'est une société où tout va très vite, où il y a beaucoup d'opposition, où il y a beaucoup de personnes qui se focalisent sur des choix et qui excluent les autres. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de divisions. On le voit dans le monde politique. Le coaching, pour moi, quand les personnes viennent nous voir dans ces contextes-là, c'est vraiment de regarder ce qui est présenté, les aspects qui s'opposent, qu'est-ce que chacun a apporté et de tirer sa propre position. Dans les changements, on est tiraillé terriblement. Tout est très complexe.
Je pense que le coaching aide à clarifier et en tout cas à se repositionner face à ces grands problèmes. Le coaching aujourd'hui, c'est quand même un espace où on a la parole, où on peut parler, où on sait qu'on peut être entendu, où on peut faire son chemin avec quelqu'un en face qui vous renvoie à ce qui se passe. Et comment on va continuer d'avancer dans le monde complexe qui nous entoure. Cette complexité, comme je disais tout à l'heure, elle est à l'extérieur et elle est à l'intérieur aussi. Est-ce que tu as déjà accompagné une femme ou un homme politique avec le dialogue intérieur ? Non. C'est dommage, parce que ça pourrait être intéressant quand même. Exactement. Dans mon groupe de pairs, j'ai une amie là qui accompagne un homme politique très en vue et très important avec le dialogue intérieur. On réfléchit un petit peu sur ce qu'il y a, mais ces hommes politiques très dans l'efficacité, dans la vision, dans le challenge, dans la difficulté de faire face à tout, ça demande une force, une puissance et finalement très souvent une négation de la vulnérabilité, de la fragilité et de ce qu'il y a derrière qui n'est jamais écouté nulle part. On voit bien leur sous-personnalité dominante quand même. Ah oui, la dominante, oui. Mais qui cache le reste. Et qu'est-ce que ça protège ? Pour vouloir être aussi fort, pour vouloir être aussi puissant, pour vouloir dominer autant, qu'est-ce qu'il y a derrière qui, grâce à ça, peut se sentir aimé et protégé, tu vois ? Et on pourrait dire que plus la puissance est ancrée et marquée, plus la vulnérabilité est difficile d'accès et existe au même niveau. Le risque, c'est qu'elle soit complètement reniée, cette vulnérabilité, pour chercher autant de puissance. Voilà, donc le travail avec le coach, ça va être justement de pouvoir la faire reprendre en conscience et de voir comment l'intégrer. Alors, que souhaiterais-tu, Isabelle, que les auditeurs retiennent de notre entretien ? Chacun est multifacette. Personne a fait le tour de la question. On est juste en train de découvrir toujours un peu plus loin, donc ça c'est important. On est tous faits de vulnérabilité et de force, c'est-à-dire que ça c'est vraiment constitutif de l'humain. Ça n'existe pas, les gens qui disent « moi, je me sens pas fragile, non, ça va, tout va bien, je suis que fort », non. On est et l'un et l'autre. C'est comme un circuit électrique où on passe du pôle positif au pôle négatif et où force et fragilité se répondent et se nourrissent. Deux polarités indissociables. À chaque sous-personnalité existe son opposé dans notre monde intérieur. L'opposé étant plus ou moins inconnu ou renié ou exclu. Et ce qui est important, c'est de savoir que c'est en même niveau d'énergie. Et puis le dernier point, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que la grosse différence avec toutes les autres approches qui peuvent se ressembler, c'est la construction de ce processus de conscience qui s'appelle le moi conscient, qui n'est jamais atteint, où on n'est jamais arrivé, où on n'est pas conscient de tout le temps. On va être dans le moi conscient pour une polarité qu'on est en ce moment en train de travailler, mais pendant ce temps-là, on va être inconscient d'autre chose. Donc ce processus, il est en construction permanente, il est l'histoire de toute une vie. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose, Isabelle ? Qu'est-ce qui te met en vie ? Si tu me l'as posé, moi je te dirais que ce qui me met en vie, c'est les liens, c'est les relations. On est tous reliés. Et ce qui me fait vivre, c'est l'amour, dans une dimension à la fois humaine et aussi spirituelle, qui se traduit par ma foi en l'homme et puis ma foi en Dieu. Sans transition, je te propose maintenant de parler de la BD que je t'ai suggéré de lire. Pour notre entretien, j'avais choisi Les vies de Charlie, de Aurélie Garino et Kit Toussaint, édité par Dupuis et sorti en avril 2023. Alors dans une mégalopole futuriste, Charlie, un jeune homme plein de bonne volonté, travaille pour la société Recycle Éternel, dont le slogan est « Vous mourrez, nous recyclons ». Charlie passe donc son temps à répondre au téléphone à des familles qui veulent savoir en quoi pourrait être transformée leur chère mort. Un jour, un enfant l'appelle pour lui demander ce qu'est devenue l'âme de sa maman. Incapable de répondre et assez désarçonné, Charlie va se lancer dans une enquête au cœur de la mort et de l'amour. Cette fable assez subtile et délicate évoque les thèmes de la mort, de la vie après la mort et de l'amour à travers le temps. Qu'est-ce que ça t'a fait vivre, Isabelle, de lire cette BD ? L'amour est le lien éternel qui nous unit. Et même au-delà de notre fin de vie terrestre, il continuera à nous relier. Ce que l'on a vécu avec les autres de relations vraiment d'amour continuera à exister. Il y a un moment très fort qui est au début du livre que j'aime beaucoup. C'est évidemment le coup de fil du petit garçon qui est assez incroyable parce qu'il commence sa journée, il est dans une sorte d'automatisme, cet homme-là, je trouve. Il a une personnalité dominante, travaillomane très forte. Et ce coup de fil le désarçonne complètement. Une sollicitation qui désarçonne, qui remet en cause beaucoup de choses. Est-ce que tu as déjà vécu ça ? J'ai pas un exemple immédiat à donner, mais bien sûr, sûrement. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là ? Je pense que je dis un peu ce qu'a dit Charlie. Je vais chercher, je vais voir.
désarçonné, mais en même temps, on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas répondre à toutes les questions, et on va chercher. Et il trouve. Il trouve. Alors on va pas raconter, parce que c'est tout l'intérêt de la BD, c'est justement, il y a une enquête, il change de service pour explorer tous les services possibles de l'entreprise et aller trouver des éléments pour répondre à ce petit garçon. Il y a une dimension très existentielle dans cette BD. Et je me suis demandé dans quelle mesure il y avait une dimension existentielle dans le dialogue intérieur. Jung était quand même un homme qui avait vraiment cette recherche de complétude, de totalité de l'être. Et le dialogue intérieur, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui va nous aider à entendre le chemin qui va nous permettre de transcender à la fois toutes ces oppositions qui nous habitent et qui sont là pour être vraiment l'être que l'on est appelé à devenir. Le sens de notre vie, c'est quelque chose qui est au cœur un peu aussi de ce que je crois, c'est qu'on n'est pas là pour rien. Qu'est-ce que j'ai à faire sur Terre? À quoi je me sens appelée? En quoi je peux apporter quelque chose à l'autre qui peut l'aider à trouver son chemin? Et il y a une autre question qui était un peu en sous-jacent dans ce choix de BD qui était absolument pas anodin. Quelle est l'âme du coaching avec le dialogue intérieur, Isabelle? C'est l'acceptation de tout ce que l'on est et le chemin de réunification de tout ce que l'on est. C'est-à-dire vraiment tout ce que je suis, le meilleur et le moins bon, fait partie de moi et c'est avec ça que j'ai avancé. Et c'est en accueillant tout, en acceptant tout et en le prenant avec moi que je vais être modélisante aussi pour le client et l'aider à se regarder, non pas comme il voudrait être, mais comme il est, et comment il va aller chercher en lui ce qu'il admire chez les autres, ce qu'il aimerait devenir, il l'a en lui aussi, et ça va être le sens de son travail de le découvrir. D'une certaine manière, l'invitation peut-être dans cette approche, c'est de s'aimer pleinement soi-même pour être capable et en mesure de s'accueillir et d'accueillir tout le monde et d'aimer tout le monde. Avant de s'aimer, il faut se comprendre. Je crois que c'est un des premiers pas qui est important. C'est que si on comprend ce qui se passe en nous dans ce tiraillement, dans ces dualités, dans ces difficultés, alors on peut, en comprenant, ne plus se juger, s'aimer et du coup, dans cette mesure-là, pouvoir aimer les autres en les aidant à se comprendre, en les aidant à voir ce qui se passe en eux. Est-ce que tu as conscience, en tout cas c'est ma projection, mais que finalement, à travers ton activité, à travers ta pratique du coaching avec le dialogue intérieur, d'une certaine manière, tu mets en vie, tu mets en action ta foi ? J'ai conscience. Je peux imaginer que des gens qui me connaissent bien sachent la dimension que ça a. Quand on est dans des situations entre pairs, moi j'ai un groupe de pairs qui dure depuis 20 ans, donc on a parlé de questions profondes comme ça. Je peux dire vraiment ce qui m'anime. Dans l'accompagnement que je fais avec mes clients, s'ils sont davantage réconciliés avec eux-mêmes, s'ils s'aiment davantage, s'ils ont davantage confiance en eux, en aimant ce qui est en eux et en comprenant les souffrances que portent certains aspects et en disant que c'est avec ça que je vais avancer, alors je sais que je participe à ce chemin-là de vie. C'est non pas réparer tout ce qui vous a été donné de difficile à vivre, mais c'est avec ça de faire quelque chose. Oui, on va rencontrer nos souffrances. Oui, on va rencontrer à travers nos vulnérabilités des choses qui sont portées par des aspects de nous. Mais aujourd'hui, si je me remets dans ce moi conscient, dans cet espace où j'ai tout ça, quel est le pas que je vais faire en conscience ? Alors écoutons ton choix musical pour incarner symboliquement l'accompagnement avec le dialogue intérieur et nous parlerons de ce qui a motivé ton choix juste après. J'ai envie de fumer des américaines et de me rouler des jamaïcaines. J'ai envie de boire jusqu'à vaciller, jusqu'à ne plus voir qui va me déshabiller. Puis j'ai envie de partir en bateau avec des bandits vêtus en matelot. J'ai envie de rire jusqu'à souffrir. J'ai envie de ça, mais je n'ose pas, car moi, je suis grande, je suis raisonnable, je donne l'exemple, je suis responsable, je teins pas mes cheveux, j'ai pas de béquilles, j'ai le respect des vieux et de la famille. Je vais à l'église, je suis ménagère, je suis toujours bien mise et jamais vulgaire. J'ai pas eu de crise à l'adolescence, faut qu'on m'intronise, qu'on me donne un sens.
Il s'agit de Je suis grande de l'auteure, compositrice, interprète et guitariste québécoise Linda Lemay. Cette chanson est issue de l'album Du coq à l'âne, sorti en 2000. Pourquoi ce choix, Isabelle ? Choix d'ailleurs dont tu parles dans le livre, hein. Oui, parce que Linda Lemay m'a accompagnée dans toute ma formation de dialogue intérieur. J'étais chez Osiris, il se trouvait que Pierre Cauvin, qui était responsable avec son épouse de cette formation, aimait beaucoup aussi Linda Lemay comme moi. Et alors, on échangeait très souvent sur les différentes chansons qu'elle écrivait. Et j'ai fait mon mémoire sur la découverte de mes différents aspects de ma personnalité à travers les chansons de Linda Lemay. C'était le fil rouge de ton mémoire. C'était le fil rouge. Et ça s'est terminé par cette chanson « Je suis grande ». Alors pourquoi ? Parce que j'ai vraiment mis en lumière dans la formation que j'ai suivie, après ce grand bouleversement de ma vie. On parle de divorce, hein ? Oui, que ma sous-personnalité dominante, c'était vraiment quelqu'un qui se sentait bien, sage, aidant les autres, faisant rien de travers. Il y avait tout ce côté coincé un peu. Et le travail sur moi, de voir les opposés, etc., a fait émerger un regard non pas jugeant et critique sur quelqu'un de libre, mais un regard qui peut accueillir aussi les aspects qui sont pas hyper habituels, mais qui se donnent des autorisations, qui sont pour la vie, qui ont envie d'envoyer un petit peu bouler les contraintes, etc. Cette chanson qui est une alternance de « je voudrais être libre, je voudrais respirer, je voudrais courir sur une plage, je voudrais ci, je voudrais ça, mais je suis grande, je suis raisonnable, je suis responsable, je donne l'exemple, etc. » Et puis le « je voudrais » qui revient. L'autre personnalité qui dit « mais non, tu peux pas, tu es forte, tu es grande, tu donnes l'exemple, tu peux pas te lâcher, etc. » Et à la fin, c'est elle qui gagne. C'est celle qui est forte, qui est grande, qui dit « bah non, tu veux aimer, mais tu pourras pas parce que tu dois rester dans des schémas qui te sont imposés, etc. » Bon, c'est pas mon histoire, parce que mon histoire, c'est que ma vie, elle est très belle et que je me suis vraiment libérée de beaucoup de choses pour vivre une dimension d'accueil, à la fois de celle qui sait être là où il faut pour les autres, mais aussi celle qui sait s'écouter et être ouverte sur de la vie qui bouge davantage. Le fait d'être devenu coach était un moyen pour toi, en tout cas de ce que j'ai compris, de vivre ta propre résilience sur ton chemin de vie personnel et professionnel. Est-ce que finalement, tu n'as pas choisi une approche qui te permettait de favoriser la résilience chez tes clients, chez les autres ? J'ai vécu quelque chose qui est de cet ordre-là et je peux entendre ce qui se passe chez les autres dans les difficultés qu'ils peuvent avoir à sortir d'épreuves difficiles ou à casser des codes qui les enferment. Et en même temps, cette aspiration à débloquer les situations et à les vivre dans quelque chose de libre et de choisi, aider les autres à avancer vers une libération de quelque chose par une ouverture plus grande de ce qu'ils étaient. Alors Isabelle, après 2h23 d'entretien, qu'est-ce que tu ressens là ? J'ai pas bien dit ci, j'ai pas bien dit ça, mais ça c'est mon critique intérieur qui est en train de s'agiter. En même temps, j'ai trouvé qu'on avait passé un moment authentique. Donc j'ai bien aimé. Je suis heureuse d'avoir vécu ça avec toi et très fière que tu m'aies fait signe. Alors, avant de conclure notre entretien, je vais rappeler le titre de ton livre. Faites les bons choix avec le dialogue intérieur, une méthode efficace pour apprendre à se connaître et à prendre les bonnes décisions, sorti chez Leduc Pratique en 2019. Je rappelle également le titre de la BD dont nous avons parlé précédemment, Les vies de Charlie de Aurélie Garino et Kid Toussaint, édité par Dupuis et sorti en avril 2023. Merci Isabelle d'avoir accepté mon invitation à parler de ta pratique. Merci beaucoup David de m'avoir invité et d'avoir partagé ce moment avec moi. Parce que je t'ai chassé comme pour me punir de te désirer. Un coach à la une. Merci de votre écoute. Découvrez nos 2 séries de podcasts intitulées Un coach à la une et Parcours de coach sur le site www.lemediadescoachs.com. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes d'écoute et sur la plupart des applications dédiées au podcast. Si l'épisode vous a plu, s'il vous plaît, notez-le favorablement sur la plateforme d'écoute ou l'application que vous utilisez. Cela contribue à développer la notoriété de nos productions. Par ailleurs, vous pouvez liker, commenter ou repartager nos épisodes sur les différents réseaux sociaux où nous sommes présents, à savoir LinkedIn, Facebook, YouTube, Twitter et Instagram. À très bientôt pour un nouvel épisode. Un coach à la une série créée par David Marion et produite par le Média des Coachs.